J'ai écrit un petit poème, ça s'appelle Rentrée. Mais où vont tous ces gens dont pas un seul ne rit, au regard aussi mort qu'un deal Marvel-Sony? Poésie. Et oui, je ne sais pas si vous avez pu lire autant que vous vouliez pendant vos vacances ou si vous avez encore emporté 36 comics alors que vous saviez pertinemment que vous ne pouviez en lire qu'un. Mais profitez bien de ces derniers jours de répit pour défoncer vos piles de lecture comme si elles étaient les 7 et que vous étiez les petits gars. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu du comic book et de ses dérivés. C'est le 207e JT Comics et sans plus attendre, on passe tout de suite aux news de la semaine. Interdire, interdire et interdire. Ah, il y en a qui ont clairement trouvé le meilleur moyen d'épurer les piles à lire rapidement, ça s'appelle la censure. Après la Louisiane, le système carcéral américain s'attaque encore aux comics qui font partie d'une liste de 20 000 livres interdits dans les prisons de l'état de Floride cette fois. En livre, on retrouve le classique Kama Sutra qui est interdit et en même temps en prison, il n'y a que deux positions, la savonnette glissante et la fouille en cellule. Ils interdisent aussi des livres comme Comment sortir de prison plus tôt, c'est véridique. Et en comics, on peut voir The Walking Dead qui est interdit, j'imagine qu'ils ne veulent pas que les prisonniers développent une forme d'entente solidaire, et également Watchmen de Gibbons et de Moore, et ça c'est assez clair, ça parle de fascisme, de liberté individuelle, ça vient défier l'autorité, bref, interdit. Par contre il faudrait m'expliquer pourquoi le dessiné des comics selon la méthode Marvel par Stan Lee et John Buscema est interdit en prison. Je ne pensais pas que l'art de ce bouquin soit si subversif que ça, à moins que ce soit l'art tout court qui dérange, même si soyons honnêtes, certains comics ont le droit de séjour en prison, le Justice League numéro 33, c'est le 4e chapitre d'un arc narratif comme ça, mais aussi le Deadpool numéro 13, mais pas le 12 qui est interdit au cas où il viendrait à l'idée de ces vermines de vouloir lire leurs comics dans l'ordre. Le temps passe et passe et passe. On a un problème, le scénariste de The Boys, de Preacher et du meilleur Punisher qui soit revient chez Marvel et pourrait mettre à mal leur dernière petite hypocrisie quasi compréhensible d'une maison d'édition qui n'aime ni le temps qui passe ni les sales guerres. Pour contextualiser, Marvel utilise une chronologie flottante pour ses personnages. En gros, c'est comme si une frise historique s'était fumée un gros dé pour être plus malléable et pouvoir accueillir des personnages de l'univers Marvel qui, comme Keanu Reeves, ne vieillissent jamais. Par exemple, on n'enlèvera pas Captain America son rôle de soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, premièrement parce qu'il a justement le sérum du super soldat qui lui permet de ne pas vieillir, et deuxièmement parce que l'histoire retient des États-Unis son beau rôle pendant cette guerre. Mais que faire d'un Punisher qui a l'air actuellement d'avoir la trentaine alors qu'il est censé être un pur produit de la guerre du Vietnam qui a duré pendant 20 ans, de 1954 à 1975. En 2016, Becky Cloonan avait déjà réactualisé ses origines pour en faire à demi-mot un vétéran plutôt des guerres du Golfe. Et cette fois dans un nouveau comics qui vient essayer de poser les nouvelles bases de la chronologie Marvel Comics, l'histoire de l'univers Marvel, on replace les super-héros de type Frank Castle en Asie, mais dans une sorte de conceptualisation de la guerre du Vietnam, un conflit imaginaire qui s'appellerait le conflit de Sin Kong, du nom de ce pays imaginaire aussi, allégorie au Vietnam, qui a été inventé en 1965 dans Avengers numéro 5. Mais ça, Garcenis, il s'en bat les couilles, il avait d'ailleurs pris le parti de faire de son Punisher Max un vieil homme, vétéran des guerres du Vietnam, la soixantaine environ, mais bien conservé. Il était resté sur cette ligne même très récemment avec son Punisher The Platoon, et là il revient avec non pas un mais deux récits consacrés à Frank Castle. Le premier c'est le Punisher soviète avec son compère Jason Burroughs, avec qui il a fait 303 ou alors Crossed. Alors ce ne sera pas estampillé Max officiellement parce que le label a un petit peu été oublié, mais en tout cas on sait que le Punisher fera face à un autre justicier comme lui qui dégomme les mafieux russes les uns après les autres comme si c'était des bouts de tofu à un buffet vegan. Le deuxième titre sera dessiné par l'excellent Goran Parlov, ça s'intitulera Get Fury, ce qui peut laisser présager d'un team-up avec le borgne le plus connu de l'univers Marvel. Bon ben voilà, on perd Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, mais on regagne Garcenis sur le Punisher dans le Marvel Comics Universe. Réjouissons-nous, non? Le point Spidey, non? Vous semblez pas heureux là, j'ai l'impression que Spider-Man ça a été un vrai coup dur pour vous, même si j'en vois 2-3 au fond qui s'en battent royalement les gonades et autres organes génitaux non genrés, on va quand même faire un petit point Spidey. Et j'en profite pour dire à tous les fans de Spider-Man qui pleurent leur héros dans le MCU qu'ils pourront se consoler dès le mois d'octobre prochain. Bon, c'est à New York, mais en tout cas, ils pourront y voir une pièce consacrée au co-créateur de Spider-Man, Steve Ditko, qui a aussi créé The Question, Hawk and Dove ou encore Blue Beetle. Et ben vous voyez, la meilleure idée que pour avoir une grosse convention de type Comic Con Paris ou autre, ça serait de sponsoriser une troupe française, qu'elle acquiert les droits sur la pièce et qu'elle la joue, soit pour des représentations carrément pendant la Comic Con, soit lors carrément de tournées organisées dans plusieurs grandes villes en partenariat avec des librairies, pourquoi pas. Ça permettrait de faire découvrir la vie de cet artiste qui était très discret comme beaucoup de ses confrères. En même temps, voilà, ça fait vivre la culture comics. C'est une idée que je lance et si vous voulez qu'elle se produise, vous savez ce que vous avez à faire, à transmettez. Bon, une semaine
semaine assez folle qui rappelle quand même que le cinéma c'est avant tout une histoire de business, et c'est bien ce qui s'est passé entre Marvel et Sony. Je vais pas y passer des heures parce que beaucoup d'encre a déjà coulé et que ça me passionne moyen, mais ça reste encore un peu flou, même si pour l'instant le point officiel c'est que Spider-Man n'est plus dans le MCU et pour diverses raisons. On raconte que Marvel voulait partager les coûts de production et les bénéfices 50-50, alors apparemment ça aurait été vrai il y a 6 mois à l'ouverture des négociations, mais ils se seraient contentés d'un 30-70 et apparemment Sony était même prêt à faire du 25-75 en gardant Kevin Feige à la direction artistique. Puis on a dit justement que Disney voulait retirer à Sony Kevin Feige, qui a remis la licence Spider-Man sur pied, mais qui aura fort à faire chez lui après l'échec commercial de Dark Phoenix. Eh bien, il va devoir travailler proprement sur l'inclusion des X-Men et des 4 Fantastiques au MCU, et ça leur bénéficie à 100%. Et le problème, c'est que vu que les choses ont fuité d'une manière ou d'une autre, eh bien l'opinion publique a rendu les choses un petit peu plus compliquées aussi. On a entendu pas mal de choses. Il y a des équipes qui se sont composées, la team Sony et la team Marvel, et la team Sony dit que Marvel était bien content de trouver Sony en 1996 quand ils étaient complètement en faillite. Alors c'est pas tout à fait vrai, ce qui a remis Marvel d'aplomb, c'est avant tout en 1997 la fusion avec l'entreprise de jouets d'hypermoteur Toy Biz, qui a permis de redorer le blason des personnages Marvel et de pouvoir les proposer justement au studio le plus offrant. Puis si on commence à jouer à celui qui a commencé, eh bien c'est d'abord Marvel avec Stan Lee et Steve Ditko et un peu Jack Kirby qui ont créé Spider-Man, donc après tout ça sera Marvel d'en profiter si on part sur ce terrain. La D23 a un tout petit peu été polluée par ces annonces, mais pas tant que ça. Maintenant en convention on interdit aux fans de poser des questions sur Spider-Man à Tom Holland, qui lui-même déclare que le futur de Spider-Man sera très différent. Kevin Feige déclare qu'ils ont terminé leur arc narratif du MCU sur Spider-Man, mon cul oui, et du coup on verra s'il croisera Venom et les autres, même si là ça semble assez compliqué de faire fonctionner tout ce patchwork de tonalité. J'ai vu aussi qu'on a critiqué les fans soit au premier degré soit au second degré. On a mis en parallèle l'indifférence relative face aux feux de forêt en Amazonie et l'énergie dépensée par certains fans qui font signer des pétitions et qui se mobilisent en ligne. Très injuste à mon goût, puisqu'il faudrait bien se regarder dans le miroir et se demander ce que nous faisons pour l'Amazonie quand on va poster nos statuts sur Facebook, quand on allume Netflix ou quand on se secoue l'extincteur sur Pornhub. Bref, tout ce qu'on peut dire pour le moment c'est on verra, et en attendant il reste des centaines et des centaines de comics sur Spider-Man et une pièce de théâtre pour se consoler. D23. Très loin de se laisser intimider par ce petit drama et quelques semaines après avoir fait la San Diego Comic Con, Marvel a déroulé des annonces complètement folles pour la D23, donc la convention officielle de Disney, au risque de faire une overdose aux fans qui sont déjà en train d'appeler le Sandman pour négocier un petit crédit sommeil parce qu'il va falloir du temps pour tout regarder. Bim, une série sur Miss Marvel en version Kamala Khan, une série sur She-Hulk qui n'est pas un simple gender swap de Hulk sorti de nulle part mais qui existe depuis les années 1980, ça a été créé par Stan Lee et John Buscema. Je dis ça parce qu'il y en a qui confondent Bruce Banner, Jennifer Walters et Bruce Jenner. Et la plus grosse annonce selon moi, une série sur Mark Spector aka Moon Knight. Sachant que c'est Marvel Studios qui produit ces séries et que Marvel Television doit encore annoncer des super-héros, notamment des super-héros street level comme Moon Knight, j'espère que les univers ne seront pas cloisonnés. J'espère aussi qu'ils rappelleront John Bertal pour le faire revenir en tant que Punisher. J'espère aussi qu'Holly Berry va apparaître ici pour me dire qu'elle n'a toujours désiré que moi dans toute sa vie. Ah ben quoi, on peut rêver, non ? Merde, ils ont dévoilé costumes, posters et annonces casting pour les Éternels puisque Jon Snow rejoint le casting du film en tant que Black Knight. On a eu un poster pour la série sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver. On a eu tous les acteurs de doublage dévoilés pour la série animée What If qui explorera bien l'univers Marvel Zombie. Du costume, du teaser, du poster pour le film Black Widow et la date de sortie de Black Panther numéro 2, ça sera le 6 mai 2022. En marge de la D23, on a appris que Marvel Studios voulait la jouer Lycanthropie et introduire dans le MCU le personnage au nom exquis de Jack Russell, aka le loup-garou qui était apparu dans le magazine Werewolf by Night. Et ça justement ça irait très bien avec un titre comme Blade, des vampires, du loup-garou, on est clairement dans l'horreur. Une question demeure, et les comics dans tout ça, putain, à cœur ouvert. J'ai quand même trouvé du comics pendant la D23, il fallait bien fouiller, c'était lors d'un panel qui célébrait les 80 ans de Marvel. D'ailleurs ça commence à me saouler cette affaire, j'ai l'impression que DC et Marvel ils ont retourné le principe de l'anniversaire et que avec tout ce qu'on entend parler des 80 ans de Batman, des 80 ans de Marvel, il n'y a qu'un jour par an où ça n'est pas leur anniversaire. L'éditeur en chef CB Cebulski était là pour faire un petit peu de rétrospective, de mise en perspective, et il a déclaré quelque chose d'intéressant, il a dit Marvel c'est comme un corps humain.
les films en sont le visage, ce qui attire les gens, l'animation et les jeux en sont les bras qui font avancer les choses. Moi je croyais que c'était les jambes qui faisaient avancer les choses et pas les bras, sauf les culs de jatte, ça va de soi. Et les produits dérivés en sont les jambes qui nous gardent en mouvement. Ouais. Et attention, lui aussi c'est un poète, hein, il dit mais les comics sont le cœur de Marvel grâce auquel le sang créatif circule et permet de rester vivant. Donc en gros il faut être soit un chirurgien, soit un psychopathe, voire les deux, hein, et être très doué avec une scie circulaire pour pouvoir espérer trouver des comics chez Marvel. En attendant, on a eu droit au teaser d'un one-shot de 96 pages qui s'appellerait Incoming et qui redessinerait le futur de l'univers Marvel après 2020 en unissant tous les héros face à une menace commune. Hein. On nous dit d'un seul instant de la saga du Dark Phoenix jusqu'aux événements Marvel contemporains, donc à nous de deviner. Alors je sais, hein, ces effets d'annonce, hein, c'est un petit peu comme si Nordal Lelandais allait postuler pour être tata en crèche en disant « Je vous jure, j'ai changé ». Vous avez évidemment du mal à y croire, hein, mais si vous en avez marre de ce retour permanent au statu quo, eh bien je vous conseille de vous orienter vers les comics indépendants. D'ailleurs, le programme des parutions VO de Marvel est sorti pour novembre prochain et c'est le grand retour, hein, le grand retour de l'univers 2099, et cette fois, on y envoie carrément Conan le barbare dans un one-shot. Je me demande ce que Robert E. Howard penserait de tout ça, hein. Déjà que son Conan n'aimait pas beaucoup le monde dans lequel il évoluait pendant l'âge iborien, ils l'ont téléporté chez nous en 2019, et là ils vont le téléporter 80 ans plus tard, en 2099. Il risque de nous l'user jusqu'à la moelle, hein, même si évidemment il y aura d'autres héros, notamment le Punisher, mais probablement pas dans sa version Jacob Gallows, hein, puisqu'il va y avoir un mystère sur qui se cache sous le masque de ce nouveau ou pas, hein, Punisher 2099. En tout cas, il me tarde de voir les dessins de Matt Horak. Et pour les 160 ans de Marvel, hein, du coup, il y aura aussi les 4 Fantastiques, Spider-Man, le Ghost Rider, Venom ainsi que Fatalis. Et pour les fans de Star Wars, on risque d'avoir un relaunch du titre principal après le numéro 75. Le programme nous dit « Dernier chapitre, c'est un piège ». Et beaucoup spéculent sur le fait qu'on va changer d'époque et aller explorer ce qui s'est passé juste avant le retour du Jedi. Sans oublier évidemment d'inclure des petits one-shots et des mini-séries contemporaines pour qu'on comprenne comment C3PO arrive à avoir autant de bouts rouges. Amis ennemis. Vous l'aurez compris, DC s'est fait complètement silencieux pendant toutes ces annonces et ils ont laissé parler leur titre, hein, mais comme je spoil pas, je vais pas vous raconter ce qui se passe en VO. Mais en tout cas, c'est intéressant puisque dans une interview, toujours le même, hein, l'éditeur en chef de chez Marvel, C.B. Cebulski, a déclaré « Je pense que la rivalité entre Marvel et DC est très surfaite. Attention, on a eu des années bien difficiles à l'époque, hein, même quand j'étais nouveau chez Marvel, où les équipes éditoriales ne mâchaient pas leurs mots dans la presse, mais désormais, ce n'est plus trop le cas. La rivalité persiste plus dans l'esprit des fans, sur Twitter et sur Instagram. Il devra aller voir sur Facebook aussi. Il dit lui-même être très ami avec Jim Lee, avec Dan Didio, il lit les aventures, hein, de Brian Bendis qui est passé chez DC. Il dit qu'il y a évidemment une concurrence inhérente à l'aspect business des choses, hein, et qu'ils essayent toujours de sortir les meilleures histoires, celles qui se vendront le plus. Mais à part ça, il se respecte énormément. Il dit que c'est souvent des coïncidences si les histoires se ressemblent chez DC et chez Marvel, que c'est tout simplement parce que les scénaristes de comics s'inspirent du monde réel, donc ça produit un petit peu les mêmes histoires. Il termine en disant cependant qu'on n'est pas prêt de voir un crossover entre Marvel et DC de sitôt, hein, mais c'était bien de rappeler que des fois la rivalité elle existe que dans la tête de certains. Night Monkey. Ah, je vois que vous êtes vraiment inconsolable pour Spider-Man. Non mais rassurez-vous, hein, il n'y a pas que l'araignée qui est sous le feu des critiques, il y a le singe aussi. Hein. Et oui, on a appris que ce serait le même singe capucin qui avait été utilisé dans le tournage de la série Friends, qui serait utilisé pour incarner Esperluette dans la série Y, le dernier homme. Et l'association de défense animale américaine, la PETA, a tapé sur les doigts de la production en disant qu'aucun animal vivant ne devrait être présent sur un plateau pour divertir tout simplement des humains. Il rappelle également les prouesses techniques qui ont été faites au niveau des effets spéciaux sur les singes en citant Aladdin et Dumbo. Et pour le coup, je suis complètement partagé. Alors, je ne suis pas vegan, donc je serais très mal placé pour donner des leçons de morale à qui que ce soit, mais je pense qu'on peut raisonnablement s'entendre sur quelques principes de base. Hein. Je pense qu'il n'y a plus besoin de tuer d'animaux pour leur fourrure, surtout en décoration, hein, maintenant avec les progrès du synthétique. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des animaux esclaves dans les cirques, tout comme il n'y a pas besoin d'aller se payer des safaris pour faire de la chasse pour les trophées. Donc à la fois j'étais content, hein, que ce soit un petit singe authentique qui soit dans la série, mais je peux comprendre tout à fait que ce choix soit critiquable et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lisez, cette semaine j'ai lu Coyotes de Sean Lewis et de Kathleen Yarsky, c'est chez High Comics France en VF. J'ai eu énormément de mal à rentrer, hein, et à finir le premier chapitre, mais il y a quand même quelque chose qui m'a accroché, hein, plusieurs choses, hein, à vrai dire, les dessins de Yarsky qui sont vraiment jolis. On sent qu'elle est en série indé, qu'elle est en économie d'énergie, mais efficace, c'est-à-dire que c'est beau. C'est très dynamique et c'est super stylé, les visages sont ultra stylés. Il y a aussi clairement, hein, le fait que ça soit un petit peu folklorique, hein, on est sur une ville frontière, hein, États-Unis-Mexique. Et enfin un personnage qui me rappelle un de mes personnages préférés
de la pop culture, un yippee-ki-yay, motherfuckers. Ouais, là un autre. C'est l'histoire de filles qui disparaissent, enlevées, massacrées par des meutes de loups-garous. Donc il y a pas mal de sujets sérieux, l'allégorie derrière c'est la condition de la femme, le féminisme, mais en même temps c'est complètement mélangé avec des trucs à la Borderlands, et donc là vous voyez une mamie qui te sort un bazooka qui ferait pâlir d'envie Rocket Raccoon. Du coup j'ai persévéré, je suis allé jusqu'au bout et finalement je me suis régalé. Bon, j'ai un petit problème moi avec la traduction VF, mais c'est personnel. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. J'ai aussi tourné une vidéo avec mon rebeu des bois, une vidéo sur The Boys, donc je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai à la fin dans la vidéo. Puis j'ai aussi réuni toutes vos questions, vous m'avez posées sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube dans les posts dédiés. Et je vous devrais sortir la vidéo de la FAQ des 30 000 abonnés d'ici samedi. Et il y a des questions complètement folles. J'ai aussi tourné d'autres choses, mais je vous en parlerai la prochaine fois puisque c'est la fin de ce JT. Je remercie vous tous qui l'avez regardé. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants puisque vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne. On est déjà à 30 600 abonnés. Donc merci à tous ceux qui regardent, qui laissent des pouces bleus, qui partagent, qui tweetent, qui retweetent. Bref, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous et sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau, votre espace de liberté depuis presque 4 ans. Je vous donne rendez-vous dès samedi pour la FAQ et la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et bien sûr qu'elle m'attire la saison 3 de Mindhunters avec 7 psychopathes comme ça qui ont l'air bien travaillés. Mais j'ai pas regardé les 2 premières, j'ai pas le temps, mais faut que je me fasse du fric. Oh, putain, d'ailleurs, alerte Uber commis. Qu'est-ce que je lis commis? J'y vais, je fonce. Transmettre.